Madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur France 3 Alpes, les Alpes où la saison de ski est terminée sur un bilan plutôt positif. Mais à peine un hiver est-il fini qu'il faut rapidement se projeter vers les suivants. Et le printemps, c'est justement la période où les projets sont lancés, où les investissements sont programmés. Alors, quelle est la tendance? Vers quels aménagements s'orientent les professionnels de la montagne pour assurer la pérennité et poursuivre le développement de ce qu'on appelle l'industrie du ski? Quelle sera la station du futur? Outils connectés, complexe aquatique, festival de musique, ski-dôme, ce sont quelques-unes des orientations actuelles, mais ces pistes sont-elles compatibles avec l'évolution des pratiques touristiques et la contrainte environnementale? On pense bien entendu au réchauffement climatique. Pour en débattre, nos invités, Chantal Carlioz, vice-présidente du conseil départemental de l'Isère, chargée du tourisme, de la montagne et des stations. Alain Boulogne, vice-président de la Commission internationale de la protection des Alpes, la CIPRA, et ancien maire des Gets. Et Vincent Rolland, député Les Républicains de Savoie, conseiller départemental de Moutier, élu de la Tarentaise, ce territoire qui rassemble les plus grandes stations françaises, on peut le dire, Tignes, Val d'Isère, Courchevel, Méribel, Val Thorens. Chantal Carlioz, vous avez été également maire de Villard-de-Lans. Et vous êtes à l'origine, avec le département, d'une étude sur la station du futur. Vous avez donné la parole à des experts, des chercheurs, des professionnels pour voir un petit peu ce que pourrait être l'avenir. Ça veut dire qu'en montagne, on commence à être inquiet de l'avenir? Pas du tout. On veut au contraire maîtriser son destin et capitaine de son âme parce que le futur est déjà là et que la montagne doit faire face à un certain nombre de défis qu'il convient de relever. Et donc, il faut anticiper et mettre en œuvre des réponses, notamment aux attentes nouvelles de la clientèle. C'est un travail réel qui va déboucher sur quelque chose, ou est-ce que c'est un pur jus de crâne, une opération de communication? Vous savez, en montagne, on est des gens pragmatiques et économes de l'effort, mais ce que nous souhaitons, c'est arriver au sommet. Et donc, c'est bien évidemment une volonté de démontrer aujourd'hui ce que peut être demain. À la Boulogne, la CIPRA rassemble plein d'associations, des fédérations sportives, l'association de protection de l'environnement. C'est ce qu'on appelle un think tank, dont la finalité, je cite, j'ai trouvé ça sur Internet, que l'application du développement durable est pertinente et effectivement opérante dans les Alpes. Là encore, la question, est-ce que c'est du pur jus de crâne ou est-ce que vous avez des actions concrètes sur le terrain? C'est à la fois des actions concrètes sur le terrain, puisque sur les remontées mécaniques, par exemple, on est parti sur un programme sur un certain nombre de territoires pour trouver le moyen d'économiser l'énergie. Et l'énergie en montagne, c'est tout à fait conséquent. Mais aujourd'hui, à partir du moment où la question, c'est la vision à 50 ans, là, c'est difficile d'expérimenter complètement. Et c'est plus, effectivement, d'imaginer si on prolonge les courbes ou bien si on essaye d'influencer les courbes. Vincent Rolland, beaucoup de gens l'ignorent, mais le département de la Savoie est un aménageur qui détient entre autres des sociétés, dont la S3V, qui gère les domaines skiables de Courchevel, Méribel, Motaret et Latagna. Alors quel est réellement, vous, votre pouvoir d'élu sur les décisions que prennent ces stations? On n'a pas de pouvoir direct sur les stations, mais plutôt un esprit coopératif ou collaboratif. Et par exemple, les plans d'investissement de la Société des Trois-Vallées sont arrêtés avec les élus municipaux, avec les forces vives de la station, avec aussi cette notion de proximité et d'écoute. Vous êtes très lié au développement de ces stations et aux finances, puisque vous récupérez de l'argent de ces stations, le département. Absolument, mais nous sommes dans un partenariat gagnant-gagnant, parce que quand le département récupère de l'argent, les stations et les professionnels, eux aussi, en gagnent. Ça représente beaucoup d'argent? Ça représente beaucoup d'argent. La Société des Trois-Vallées, par exemple, réalise un chiffre d'affaires autour de 65 millions d'euros. Et le département récupère combien? Au travers de différentes taxes, il y a les dividendes, il y a les taxes liées à l'activité de remontée mécanique, mais c'est évidemment plusieurs millions d'euros. Mais ça vient aussi récompenser l'effort qu'a fait le département de manière historique pour développer certains domaines skiables. Alors je voudrais ouvrir la discussion sur une image. Il y a 15 jours avait lieu à Grenoble le salon Mountain Planet qui rassemble tous les industriels du ski. C'est un salon mondial et à l'entrée, on pouvait voir donc un tas de neige, de la neige artificielle produite par une température de 27 degrés, vérifiée au smartphone. C'est très spectaculaire. Cela montre aussi qu'en matière de recherche et développement, la fabrication de la neige de culture reste un enjeu majeur pour les stations de ski. Messieurs, mesdames, on va donc vers une intensification de la neige de culture avec des performances de plus en plus élevées. Alors, la France en général a
plutôt du retard en termes de développement de réseaux de neige de culture. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à ce type d'extrémité à 27 degrés ? Je n'en suis pas sûr. Mais si, par exemple, l'année dernière, nous avons reculé au 3e rang mondial en termes de chiffre d'affaires sur les sports d'hiver, c'était lié à un réseau de neige de culture insuffisant par rapport à nos concurrents étrangers. À la Boulogne, ça vous fait bondir, ce type d'image, là, 27 degrés, faire de la neige ? Non, ça ne me fait pas bondir, la technique m'intéresse peu. C'est plutôt la réflexion que ça entraîne. Il y a encore quelques années, on arrivait à skier à relativement bon marché, puisqu'on skiait sur de la neige gratuite. Plus on avance dans le temps, plus il faut fabriquer de la neige. On sait que la fabrication de la neige, ça coûte très cher. Ce qui fait qu'il y a obligatoirement une montée en gamme. On constate déjà une montée en gamme de la population de skieurs. Et que ça veut dire aussi que l'assise démographique, là où on va aller chercher des skieurs encore capables de payer le prix à la journée, va continuer à rétrécir. Parce que vous me parlez de prix, et je pensais que vous alliez me parler de ressources en eau, Alors, oui, mais ça a déjà eu lieu 50 fois. Donc, essayons de se projeter à plus long terme. Ce qui veut dire que si on continue à monter les prix, à un moment donné, on va se retrouver sur un marché de niche. C'est cette réflexion-là qu'il faut avoir pour les 20 ou 30 ans qui arrivent. Et est-ce qu'aujourd'hui, on ne risque pas de se retrouver sur une survivance d'un excès du XXe siècle dans quelques temps ? Parce qu'on le sait bien que la planète se réchauffe. Le département de l'Isère est en train de mettre en place un document cadre pour produire de manière vertueuse la neige de culture. Et pour répondre à trois questions, où, comment, combien ? Et les premiers résultats de l'étude avec IRSTEA, qui est l'institut de recherche ex-SMAGREF, qui ont été fournis, montrent que d'ici 2025-2030, les stations de l'Isère visent à couvrir à 42% leur domaine skiable en neige de culture. Ce qui veut dire que la station du futur, il y aura plus de neige artificielle. Plus de neige artificielle, puisqu'on est à 42 contre 27 aujourd'hui, alors que nos concurrents sont plutôt autour de 60-70. Si on prend les projections du GIEC, le groupe d'experts 2030-2050, la ressource en eau nécessaire pour cela sera satisfaisante et suffisante et respectée. Et en plus, quand on parle de développement durable, il faut parler aussi de revenus financiers. Les finances locales seront respectées. Donc aujourd'hui, quand on réfléchit en termes de réchauffement climatique 2030-2050, la neige de culture en Isère apparaît comme une solution pérenne du point de vue environnemental, financier et sociétal. Oui, non, mais on entend là maintenant, ça y est, la technique est là. Mais est-ce que les clients seront encore là ? C'est-à-dire que dans le futur, est-ce qu'on aura encore des gens pour payer de plus en plus cher la journée de ski ? Je voudrais quand même revenir sur ce point qu'évoquait Alain Boulogne. Je ne vais pas me faire le défenseur des remontées mécaniques. D'ailleurs, ils n'ont pas besoin de moi pour cela. Mais le forfait, c'est grosso modo 15 à 16% du coût du séjour. Et si on ramène le prix du forfait au nombre de kilomètres de pistes offertes, la France, de ce point de vue-là, est un des pays les plus compétitifs. Et d'ailleurs, les opérateurs de remontée mécanique le savent très bien. Aujourd'hui, ils produisent de la neige de culture grâce à l'évolution des techniques beaucoup moins cher que ça n'était le cas auparavant. Ça n'empêche pas qu'à un moment donné, on va atteindre un point d'apogée. Ceci dit, la montée en gamme, elle est dans la stratégie de beaucoup de stations quand même. Moi, dans les rapports qu'on peut voir passer, c'est un axe de développement des stations, la montée en gamme. Oui, mais je pense qu'on parlera de la station du futur. Et dans la station du futur, il y a l'accueil, de mon point de vue, de nouvelles clientèles et des produits tournés... À chaque fois, j'ai essayé de résumer. Donc, la station du futur, il y aura plus de neige artificielle et elle sera chère. De neige de culture, elle ne sera pas forcément plus chère et il y aura des produits qui seront destinés à des clientèles jeunes, que ce soit les classes de neige ou de jeunes actifs, parce que tout simplement, ce sont les consommateurs de demain des sports d'hiver. Alors, on va rester dans le réchauffement climatique avec une autre image, celle du Tignes Arena. Alors auparavant, ça s'appelait le Ski Line. Il s'agit d'un double projet. D'abord une piste de ski couverte, 450 mètres de long, au cœur de la station de Tignes. Et puis au pied de cette piste, un bassin aquatique avec une usine à vagues pour surfeurs. Un projet déjà passé et accepté par la Commission des unités touristiques nouvelles. Le coût, un peu plus de 60 millions d'euros. Sans doute la raison pour laquelle il est pour l'instant en stand-by. Mais il est toujours d'actualité. Le maire Jean-Christophe Vital recherche des financements. Pour lui, ce projet est essentiel. Je vous propose de l'écouter au micro d'Anne Ediard.
On sait qu'on a notre glacier qui recule considérablement. Il est en cœur de parc national de la Vanoise, donc on a beaucoup de chance. On est au cœur d'une nature et d'un environnement préservé qu'il convient de continuer à préserver. Mais il y a une activité humaine, économique, il y a un modèle économique Tignard qui est unique, puisque c'est la commune la plus haute de France, à 2100 mètres, avec un service public toute l'année, avec de l'activité économique toute l'année, bien entendu principalement orientée sur le ski, mais pas que. Puisque, encore une fois, il y a une école, il convient de pérenniser tout ça et on ne peut pas se contenter de voir reculer notre glacier sans avoir des idées et sans pouvoir mettre en place des choses de manière intelligente, de manière respectueuse de l'environnement, parce que je tiens à dire... Oui, il tient à dire que son projet était respectueux de l'environnement. Vous y pensez? Vous y croyez? Non, je dis juste que les stations d'altitude, c'est 1% de la montagne. J'aimerais bien qu'on parle du restant de la montagne et que ce 1% génère effectivement 10% du chiffre d'affaires. 90% du tourisme en montagne se fait en dehors des stations d'altitude. Ceci dit, le ski dôme pourrait se faire à Villard-de-Lans. Non, mais écoutez, Villard-de-Lans... Rien ne l'interdit d'en faire dans plusieurs stations. Je crois que... Je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit. C'est qu'il n'y a pas une station du futur où il n'y a pas une montagne. On ne fait pas du tout la même chose à 1000 mètres comme à 4000 mètres d'altitude. Et la station du futur que nous sommes en train d'imaginer ensemble, en co-construction, c'est justement de s'appuyer sur la carte maîtresse de l'Isère, à savoir la diversité de ces montagnes. L'Isère, ce sont 4 massifs. Et ces 4 massifs sont très différents. Et l'offre sera très diversifiée. Si on vous présente un dossier du type de Tignes sur une station de moyenne montagne qui dit qu'elle aussi, elle voudrait bien faire skier ses skieurs pendant l'hiver, vous lui dites quoi? Vous lui dites on va essayer de vous aider ou vous lui dites changer de projet? La question n'est pas de savoir si il faut aider ou pas aider. Ça dépend aussi du positionnement de la dite station. Moi, ça ne me choque pas du tout qu'à 4000 mètres d'altitude, on choisit ce type d'équipement. Après tout, si on a les équipements, si on a les partenaires, si on a déjà ce positionnement. Par contre, à 1000 mètres d'altitude, on a autre chose à offrir. Le village station qui vit à l'année, avec ses paysages. Vous êtes sûr qu'un jour ou l'autre, il n'y aura pas un etc. maire de station qui présentera un tel type de projet? Mais ça ne marchera pas à 1000 mètres d'altitude, ce genre de projet. Vincent Roland, votre réaction? Jean-Christophe Vital l'a bien résumé. Il y a un modèle Tignard particulier. Quand j'étais beaucoup plus jeune et que je faisais de la compétition, on s'entraînait beaucoup sur le glace à Tignes, qui, hélas, du fait des évolutions climatiques, a beaucoup changé. Et le credo de Tignes, je m'en souviens très bien, c'était Tignes, ce qui est 365 jours. C'est pour respecter ce slogan qui met ça en place, d'ailleurs. Poursuivre dans cette communication, moi, je ne trouve pas ça choquant. Je ne suis pas sûr que cela puisse être diffusé à l'ensemble des stations. Et effectivement, la richesse de la montagne, de nos montagnes, c'est d'avoir des petites, des moyennes, des grandes stations, et tout ça est un ensemble qu'il faut faire fonctionner. C'est ce que vous remettez un peu en cause, tout ski, vous, là. Oui, ce que je crains, c'est que, et c'est comme à chaque fois les stations de moyenne montagne qui vont souffrir de ça, c'est-à-dire qu'il y a une image, il y a un risque d'image, d'excès du XXe siècle, comme je le disais, qui va peut-être nuire à toute la montagne française. Et ça serait dommage de se laisser entraîner sur une pente comme celle-là. Alors, je voudrais qu'on parle de la station du futur, elle aura aussi des nouveaux transports. Une image aussi, là, donc, de liaison entre Valais, entre les Arcs et la Plagne. C'est le Vanoise Express, cette image, donc, qui relie 2 grands domaines. Est-ce que là aussi, c'est une piste qui a été longtemps soutenue et explorée? Est-ce qu'on va continuer à aller vers des domaines de plus en plus grands? Est-ce qu'aujourd'hui, l'argument de dire à des clients, vous avez une station avec un nombre de kilomètres de pistes phénoménal, est-ce que c'est un argument commercial toujours aussi important? Ça reste un argument commercial, mais aujourd'hui, les clients viennent sans doute chercher autre chose, ils viennent se ressourcer. Nous, en Savoie, et notamment en Tarentaise, nous sommes passés d'une certaine manière à l'action, puisque pendant 7 ans, les élus, les forces vives de Tarentaise ont élaboré un schéma de cohérence pour voir quels étaient les endroits à préserver, quels étaient les endroits réservés à l'agriculture, au développement touristique, à l'urbanisation, et ainsi de suite, de telle sorte à ce qu'on équilibre à l'échelle du territoire le développement et que chacun, surtout, puisse y trouver sa place. On reparle d'une liaison Alpes d'Huez et des Alpes. Oui, moi ce que je voudrais dire aussi, c'est que le vacancier aujourd'hui, il a des séjours de plus en plus courts.
Donc, on a intérêt à l'acheminer de manière la plus fluide possible, la plus simple possible, et l'intermodalité est à cet égard essentielle. Donc, la question du rail, la question de la route, la question de l'air sur les domaines skiables. Oui, on abordera après les liaisons station-vallée, mais sur ces grands domaines qu'on multiplie ou même qu'on agrandit, parce que Champs-Rousse aussi, à un moment donné, voulait agrandir son domaine, ce qui a provoqué beaucoup de réactions. Est-ce qu'on est toujours sur ces pistes-là? Ça a déjà été fait. Je pense pas qu'on est plus dans la modernisation que dans l'extension, même si on a des exemples comme vous venez de les citer. Oui, moi ce que je trouve dommage, c'est qu'on continue quand même là à perfectionner le passé. On est sur les recettes qui ont marché depuis 50 ans et on arrive vraiment avec beaucoup de difficultés à imaginer, à inventer le futur. Et malheureusement, on sait que le futur ne sera pas comme le passé. Donc vous voulez qu'on restreigne le domaine skiable? Non, je n'ai pas dit qu'il fallait restreindre. Je dis, est-ce qu'à un moment donné... Vous voulez qu'on gèle, en fait. Mais c'est ce qu'ils disent un peu, en disant que c'est un peu figé. Non, ça c'est ce qui est dit. On regarde le nombre de constructions qui continuent à pousser tous les ans. C'est ça le problème. Le schéma de cohérence territoriale de Tarentaise vise justement à rééquilibrer les choses et à, d'une certaine manière, les réguler. Je voulais évoquer avec effectivement les transports station-vallée. Il y a aussi dans les cartons, je recite Champs-Rousse parce que visiblement ils sont un peu en avance sur tout le monde, mais il y a aussi une liaison Grenoble-Champs-Rousse qui devrait bientôt se faire. Et est-ce que ce modèle-là va aussi se multiplier ailleurs? Est-ce qu'il y a aussi des projets en Savoie? Plusieurs projets effectivement en Savoie, depuis M pour aller à La Plagne, depuis Beauzelle pour aller à Courchevel, où on se rend compte qu'effectivement le trafic quotidien sur les routes est absolument insupportable et très dégradant pour l'environnement. Transport par câble, pas funiculaire. Transport plutôt par câble, effectivement, même si les projets aujourd'hui ne sont pas complètement aboutis, mais l'idée, et c'est peut-être aussi ce que sera la station de demain, c'est d'avoir des stations avec une limitation au maximum des déplacements en véhicule à moteur thermique. En Haute-Savoie, vous êtes donc originaire des mais on parle de Flaine et je ne sais plus Maglan. Oui. Je suis content que enfin la prise de conscience des voitures qui gênent les vacances vienne, parce que c'est quand même quelque chose qu'on a dit depuis déjà très très longtemps et qui est resté sourd d'oreille pendant très longtemps. Mais c'est bien, ça vient. Donc dans le futur, le Parisien, il prendra le transport en commun depuis Paris, il arrivera en station en transport en commun. De la fluidité, de la simplicité, de la rapidité, parce que son séjour sera de plus en plus court. Et j'aimerais bien qu'on parle d'autre chose que des équipements, parce que depuis le début, on parle que des équipements. Moi, je pense que les équipements et la technologie feront qu'ils sauront se faire oublier, parce qu'ils seront plus performants, moins nombreux et bien intégrés dans le paysage. Moi, je crois que le problème... Parce qu'il veut savoir comment aller en station, qu'est-ce qu'il va trouver. La première préoccupation, c'est comment, une fois que j'ai choisi ma destination, c'est comment j'y vais. Donc la question de l'accessibilité est primordiale à cet égard. Et après, où est-ce que je séjourne? Donc la question de l'hébergement est aussi très importante. Est-ce que je vais avoir de la neige? Et c'est 8 vacanciers sur 10 viennent essentiellement pour skier, mais pas que. 85% des gens qui sont chez nous pratiquent un sport de glisse. Donc la neige est essentielle. Pas que. Mais ne suffit Alors pas. c'est une bonne transition, Vincent Roland, parce qu'effectivement, de plus en plus, maintenant, on voit effectivement des animations aller sur les pistes de ski. Alors, il y en a multiples et variées. La plus spectaculaire, peut-être la plus fun, ce sont pas les boîtes de nuit, mais quasiment sur les pistes de ski. Là, boîtes de jour, voilà. Sur les fameuses folies douces qu'on a vues, du nom de l'enseigne, qu'on a vu se multiplier. Mais je pense pas, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des centres aquatiques très luxueux avec des usines à vagues pour surfeurs dont on a vu à Tignes. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la stratégie station-parc d'attractions est là aussi un vecteur de développement? La stratégie de diversification ne veut pas dire forcément parc d'attractions. Alors qu'il faille d'autres activités également tournées vers le culturel, vers la richesse environnementale, le terroir, la gastronomie, c'est certain. Je rappelle que la Compagnie des Alpes, qui est l'un des plus grands aménageurs, donc qui détient les plus grandes stations françaises, elle a une double activité. Elle gère les stations et elle gère aussi beaucoup de parcs d'attractions. Donc il y a vraiment quasiment un modèle commun là aux deux. C'est surtout pour équilibrer les saisons. Et dans l'hypothèse où l'hiver ne marcherait pas bien,
la Compagnie des Alpes espère aussi se récupérer sur une autre activité qui est celle, effectivement, des parcs d'attractions. Mais si on se projette à 50 ans, on peut peut-être essayer de voir plusieurs scénarios possibles. Les stations d'altitude vont continuer dans la niche avec des prix probablement très élevés. Et là, la clientèle ne pourra pas suivre. Ou en tout cas, la clientèle pas fortunée ne pourra pas suivre. Par contre, la vraie question qui se pose, c'est pour les stations de moyenne altitude. C'est quand même la majorité, je l'ai dit tout à l'heure. Et pour celle-ci, ça va être quand même beaucoup plus compliqué. Et il est probable, on peut en tout cas imaginer que l'immobilier qui a été construit en station de moyenne altitude devienne beaucoup plus de la résidence à l'année, avec des gens qui voudront habiter en montagne et qui pourront skier sur des infrastructures légères qui vont s'adapter à l'absence ou à la raréfaction de la neige sur un coût moindre. Moi, je pense que c'est vraiment une piste qu'il faut vraiment étudier. Aujourd'hui, on continue à essayer de caracoler derrière les 10 stations top 10. Il n'y a aucun intérêt pour des stations de moyenne altitude à vouloir imiter Courchevel. Il faut rétro-pédaler, entre guillemets. Non, pas non, il faut trouver sa propre stratégie pour chacune des stations. À partir du moment où on sait qu'on est à 1200 mètres d'altitude, on ne pourra pas imiter Courchevel. Et l'Ardennans, c'est à combien, le village est à 1000 et on monte jusqu'à 2200. Mais je voudrais rebondir parce que je ne suis pas du tout d'accord avec ce que dit Alain Boulogne sur les stations moyennes. Moi, je pense qu'au contraire, les stations moyennes, elles sont tendance, elles ont de l'avenir devant elles parce qu'elles correspondent complètement à ce que recherche le client aujourd'hui. Le client d'aujourd'hui, ce qu'il recherche, c'est de l'authenticité, c'est l'identité, c'est une ambiance générale et il recherche autre chose que du ski, même s'il vient pour faire du ski. Et les stations moyennes ont une histoire, ont des traditions, ont des produits culinaires et autres circuits courts à offrir. Donc je pense qu'au contraire, les stations moyennes sont les stations qui sont tendance et qui correspondent à la clientèle aujourd'hui. Et ce que je voudrais rajouter également, c'est que quand on a imaginé la station du futur, c'est qu'on a imaginé 5 scénarios possibles, 5 thématiques possibles, justement, et qui passent évidemment par des dénominateurs communs que sont la mobilité, l'accessibilité, le cadre de vie, l'ambiance. Rapidement, les 5. Alors les 5, les voici, et qui correspondent à la clientèle aussi, aux attentes de la clientèle. Les 5 sont les suivantes. C'est de dire, je veux revenir de cette station que j'ai fréquentée pendant mon séjour, pleine énergie, parce que j'aurais rechargé mes batteries. Rapidement, la station remise en forme, la station pleine d'énergie, parce qu'on aura rechargé ses batteries par le bien manger, par la pratique sportive, etc. C'est la passion fun, parce que j'aurais eu des partages de souvenirs avec ma famille et autres. La station, justement, qui est sportive, parce que je me serais mis dans mes limites. Je vais dépasser mes limites. C'est pas un mélange de tout, là, plutôt que de différencier, de faire ces 5 thématiques. Je pense qu'il n'y a pas qu'une station, il n'y a pas qu'un modèle de station, parce qu'encore une fois, on ne fait pas la même chose à 1000 mètres d'altitude qu'à 4000 mètres d'altitude. Il y a différents types de stations, et le client aujourd'hui, il veut soit se réconcilier avec lui-même et avec les autres et autres, et il va fréquenter une station plutôt douce, soit se mettre en limite sportive, il va fréquenter une station comme les deux Alpes en tant que telle. On arrive à la fin de l'émission, mais vous pensez que justement, par rapport à cette authenticité, on l'a perdue, elle est perdue aujourd'hui, ou il faudra la retrouver? Ah non, mais là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec Madame Carlioz. Il faut garder cette authenticité, bien entendu, mais c'est pas ça la question. La question aujourd'hui qui va se poser très vite, après 3 années avec pas beaucoup de neige, c'est l'argent public qui continue à être introduit sur le modèle ancien, en particulier par les financements d'État. Et qu'il faut absolument arriver à changer ce logiciel-là. Il faut réfléchir à autre chose pour le futur. Or, aujourd'hui, tant qu'on est sur ces schémas anciens, on n'arrivera pas à avancer. Vous qui êtes dans l'organisme public, le département, là, vous ne pourriez pas faire un espèce de laboratoire sur une de vos stations que vous gérez, Vincent Rolland? Le département n'est pas le seul décideur sur les stations, y compris là où nous avons des sociétés de remontée mécanique. Mais la réflexion a déjà été engagée. Je l'ai dessiné rapidement tout à l'heure. Il ne faut pas opposer un système et un autre. Et nous ne sommes pas en rupture. Il faut que nous fassions évoluer l'offre parce que les choses évoluent aussi progressivement. Et c'est petit à petit
même si cela a déjà commencé, se tourner vers d'autres activités, mais qui ne seront pas et jamais, de mon point de vue, des activités de substitution, mais des activités complémentaires. Et encore une fois, sécurisons autant que possible, mais pas à n'importe quel prix, effectivement, le produit neige. Le département de la Savoie avait commencé à le faire. La région Rhône-Alpes, avec le plan que pilote Gilles Chabert, a poursuivi de le faire. Enfin, la région Auvergne-Rhône-Alpes, pardonnez-moi. Toutefois, on ne s'occupe pas que de la neige. Il n'y a pas que de la neige. Tout à l'heure, cela a été dit, les clientèles jeunes, on arrive à la fin de l'émission, je suis obligé de vous couper. Loisirs. Est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir des stations de ski, chacun? Moi, je suis optimiste pour la montagne. Mais il faut que la montagne trouve ses propres solutions. Et ce n'est pas en imitant le modèle des top 10 que ça viendra. Chantal Callot, est-ce que vous Moi, êtes je dis que optimiste? l'avenir appartient à la montagne et aux stations, parce que plus de la moitié de la planète vit en ville et dans les pays chauds. Vincent et Rolland, la montagne pas de continue à Big faire Bang, rêver. pas de... Il n'y a pas de Big Bang. Les montagnards ont toujours su s'adapter, évoluer, et ils continueront de le faire à l'avenir. Eh bien, ça sera la conclusion de l'émission. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. Je remercie nos invités de nous avoir rejoints pour cette émission. Je vous souhaite à tous une excellente après-midi et puis bon été en montagne.